Bonjour, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour regarder cette émission Canal Presse. Merci de rester scotché tout de suite et maintenant. Voici le sommaire de cette édition. Un concept est né des centres du colloque de Yaoundé 2 relatif à la quantification des œuvres de la première dame camerounaise. Ce concept est le chantalisme biaïste. Synergies africaines comme Fondation Chantal Biya, reconnue d'utilité publique, le CERAC, le CRASER, l'école des champions, et la liste n'est pas exhaustive, celle des œuvres de la première dame. Toujours au premier rang, le vœu ardent de protéger les droits de l'homme, ce qui a valu à la première dame camerounaise une reconnaissance internationale. Jusque-là, il ne s'était pas posé un problème de statut, d'où pour les autres intellectuels, la question du but véritablement visé par l'audit colloque. Surtout parce qu'en rappelant par des envolées scientifiques que la première dame camerounaise protège les droits de l'homme, relève plutôt d'une lapalissade. Ces mêmes intellectuels, comme le professeur Claude, estiment qu'on engage une réflexion scientifique pour résoudre les problèmes politiques. Pour le cas de l'espèce, y en avait-il un? Mis à part ce que les mêmes intellectuels, exclut le professeur Adolphe Mukwache, le docteur Obunangini ou le docteur Jean-Paul Biya, pour qui donc, à tort ou à raison, seul suffisait un positionnement administrativo-politique. Toujours pour ces intellectuels insatisfaits, il y a eu incursion d'un ensemble d'entrepreneurs politiques dans le champ universitaire. Personne ne peut nier l'indispensable rôle de la dame sur le front social. Aussi s'attendait-on, qui n'a plus eu lieu, à savoir ce cadeau universitaire largement mérité, cadeau honorifique. La magistrature faite des magistrats du Cameroun en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Paul Biya, premier sportif, commandant suprême des armées, la dure depuis 34 ans, excusé du peu, du moins apparemment. Avec une année, ouvre parenthèse, selon laquelle la Côte d'Ivoire vient de rentrer dans la Troisième République, on la referme. Pour la suite, le président Biya a apporté la démocratie, la liberté d'expression et d'entreprendre, lui qui est épris de paix. Mais avec Paul Biya, si l'on s'en tient à Sobadjo, le pays a manqué pendant 34 ans de faire sortir ses enfants de la pauvreté. Pour le vérifier, Sobadjo brandit le taux de scolarisation, la pénétration de l'éducation religieuse et morale, autant que la vitalité économique du pays, qui elle-même emporte la qualité des soins de santé. Sobadjo, un petit devenu grand, fait dire qu'il y a eu gesticulation institutionnelle pendant 34 ans et que l'on a résolu le problème par la parole. Que donc, pendant 34 ans, les mêmes figures politiques sont aux affaires, la corruption a pris ses quartiers, la presse est restée négligée. Dans ces dossiers, que de choses à se mettre sous la dent. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain, Pierre et Sono et bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. On accueille à présent nos différents panélistes. Jean-Baptiste Atemengue, bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonjour Bouba, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous regardent. Au du parti, c'est ça, je souhaite justement, par anticipation, bonne fête déjà. Je souhaite justement une bonne fête aux camarades d'ici et d'ailleurs de la diaspora qui nous regardent cet après-midi. On espère également que la fête sera autour de cette table lorsqu'on évoquera les 34 ans du président Paul Biya. Avec vous, on vous accueille avec cette inquiétude du Fonds monétaire international qui s'inquiète du niveau d'endettement du Cameroun à près de 4 754 000 francs CFA, milliards de francs CFA, avec une dette estimée à environ 8 000 milliards en 2020. Doit-on s'inquiéter du niveau d'endettement du Cameroun à ce rythme-là? On doit certainement surveiller le niveau d'endettement et surtout la qualité de l'endettement. Je pense qu'il y a deux hypothèses. Quand un pays bénéficie d'une rente, les pays dotés en ressources naturelles, ces pays ne sont pas obligés de s'endetter pour investir, peuvent convertir cette rente en processus d'industrialisation
Mais quand on n'a pas de rente, on est obligé de s'endetter pour envisager une industrialisation, une émergence. C'est le cas du Cameroun. Alors il y a une mauvaise et une bonne dette. La mauvaise, c'est quand on s'endette pour les dépenses de fonctionnement. La bonne, c'est quand on s'endette pour des projets de long terme, pour des équipements qui permettent aux entreprises et aux particuliers de s'épanouir économiquement. Je crois que c'est pour l'instant le cas du Cameroun. Le premier cycle d'endettement a raté, pas qu'au Cameroun. La crise de la dette qui a commencé au début des années 80, avec le Mexique, le Brésil, nous a touché ensuite en Afrique. Nous espérons que ça, c'est l'ultime cycle que nous engageons pour enfin émerger. Je crois que c'est le principe, c'est incontournable de toute façon. Même les entreprises privées sont obligées de s'endetter. Quand il y a un bon projet, on investit en s'endettant et on rembourse la dette avec ce que produit ce qu'on a investi. Merci Jean-Baptiste Temengue, deuxième invité sur ce plateau, Maître Claude Assira. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va évoquer, on revient un tout petit peu sur la catastrophe des ECA, la commission d'enquête mise sur pied par le chef de l'État, menée de main de maître par le Premier ministre, chef du gouvernement, et à pied d'œuvre depuis pratiquement 2 à 3 semaines déjà. Ils ont un mois pour rendre leur tablier. Et du coup, on s'interroge, on se pose la question, les familles endeuillées, comment est-ce que ça va se passer exactement au niveau des indemnisations? Alors, si vous permettez, peut-être à la suite, la réponse qu'a donnée tout à l'heure M. Atemengue, d'abord, je voudrais indiquer que il n'y a pas de... La dette en elle-même n'est pas ou quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Le pays le plus endetté, je pense, c'est les États-Unis. Donc, ce qui compte le plus, c'est la capacité à générer dans son économie propre les moyens de faire face à cette dette-là. Donc, en soi, 4 754 milliards, ça ne veut pas dire grand-chose. Encore faudrait-il pouvoir indiquer si, au-delà de cette somme, le Cameroun a des ressources suffisantes lui permettant à terme de faire face à cette dette-là. Or, malheureusement, on n'a pas ce chiffre-là. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui qu'en soi, on ne peut pas s'inquiéter outre mesure, même s'il est vrai qu'il faut contrôler, évidemment, le niveau d'endettement pour que cela reste proportionnel à ses capacités. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, je pense que les commissions qui ont été mises en place, certains se plaignent parce qu'il y en a 3, ils estiment que c'est 3 de trop. Moi, je pense qu'il valait mieux qu'il y en ait plusieurs pour être sûr que de la diversité, il naîtra sans doute un conflit ou une complémentarité qui permettra d'accéder plus facilement à la vérité à laquelle nous tous nous avons droit. Évidemment, vous parlez des victimes, mais moi je dis, nous tous nous sommes victimes, au moins victimes potentielles, puisque nous sommes tous usagers et de la route et du chemin de fer. Donc il faudrait que nous puissions être tous rapidement informés, renseignés sur ce qui a pu se passer pour nous dire que on va peut-être, à partir de là, faire en sorte que ça ne se produise plus. Dès à présent, pour les victimes, je pense qu'il y avait 2 actions qui me semblaient être possibles. La première, c'était un geste généreux de l'État, se disant qu'en tout état de cause, que la responsabilité de l'État soit impliquée ou pas. Moi, j'incline à penser qu'elle est largement en cause, la responsabilité de l'État. On peut faire peser sur la solidarité nationale le devoir de secours que nous avons à l'égard de ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme. Ou alors, on aurait pu rentrer dans le juridisme et se dire, nous allons attendre d'abord les conclusions des commissions que nous avons mises en place, et il n'y a que les commissions qui auront été, les conclusions qu'émettront ces conclusions qui nous permettront d'adapter je pense que c'est plutôt vers, on a utilisé une sorte de mi-chemin de via média, puisque j'ai entendu dire qu'on avait versé systématiquement 1 500 000 francs à des gens, mais tout ça, évidemment, sous réserve de ce qui sera dit plus tard par les commissions. Merci, Maître Claude Assira. Je précise par ailleurs, vous êtes enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale, enseignant de droit. Troisième invité sur ce plateau, un habitué du plateau, professeur Mathias Rico Nanguini. Professeur, bonjour, bienvenue.
On vous accueille avec une note en politique pour signaler que le président Paul Biya a convoqué le bureau politique cette semaine au Palais de l'Unité. À l'issue des travaux, le mystère persiste toujours sur la candidature du président à la prochaine présidentielle. Effectivement, le rassemblement démocratique du peuple camerounais a vu son bureau politique se réunir au Palais de l'Unité, même si le lieu peut être discutable. Et effectivement, à la sortie de cette réunion du bureau politique, le RDPC a pris un certain nombre de décisions, notamment des décisions de prorogation des mandats d'un certain nombre de ses instances et de ses représentants. Et évidemment, c'était évident, il fait toujours l'économie de son déploiement, c'est de bonne guerre. À l'approche des prochaines échéances, il n'y a aucune raison que ce parti puisse présenter avant le temps son dispositif de combat à ses concurrents. Pour la question de la prorogation des mandats, là aussi c'était évident que dans les circonstances actuelles, dans la conjoncture politique actuelle, cette instance du RDPC, le bureau politique, allait recourir à cette solution parce que c'est une solution commode en attendant donc qu'elle puisse établir son positionnement par rapport aux échéances futures, notamment l'élection présidentielle. Donc il ne fallait pas attendre de ce bureau politique qu'on annonça la candidature du président national ou de tout autre à l'élection présidentielle. Alors vous parlez du lieu, le Palais de l'Unité. Est-ce qu'on peut dire que le RDPC est un parti-État? Non, le RDPC n'est pas un parti-État. Le RDPC est un parti d'État, c'est différent. C'est pas la différence. La différence, c'est que le parti-État oriente de manière stricte la ligne politique de l'État et dicte au gouvernement ce qu'il a à faire de façon stricte. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, les conditions historiques font que depuis 1966 et encore plus depuis 1983 avec la crise de succession présidentielle, on a clairement affirmé la primauté de l'État sur le parti. Donc il n'y a pas de parti-État au Cameroun, il y a un parti d'État. Ou pour parler comme Paul Biya, même s'il était dans la dénégation, c'est un parti d'état-major, ce qui ne signifie pas qu'il ne puisse pas disposer d'unité à la base, mais c'est un parti qui a une direction qui est fortement contrôlée par ce qu'il appelait à une certaine époque les personnes ressources. Merci professeur. Quatrième invité, Soulé Onoyono. Soulé, bonjour, bienvenue. Merci Bouba, bonjour et merci de m'avoir invité ce matin à cette émission. Alors, on parle de l'opération Épervier. Après avoir été condamné à 25 ans de prison ferme, à peine il purge 8 années. L'ancien ministre des Finances, Polycarpe Abba, écope de 20 ans de prison et ses avocats crient au scandale. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Il faut dire qu'en fait, Abba est sous le coup d'une constellation de procès. Peut-être même en un point finir, parce que là, il faut détacher cette condamnation de 25 ans à celle qui vient d'être prononcée par le tribunal criminel spécial, 20 ans. Ici, c'est une affaire plus ou moins atypique. Il est accusé de n'avoir pas reversé, n'est-ce pas, les sommes collectées sur le plan de la TVA. En fait, Abba estime que ses avocats ont estimé que cet argent avait transité, n'est-ce pas, dans son compte personnel. Ce compte a été détruit, ou alors il a été complètement annulé au profit du compte, n'est-ce pas, de l'État. Et que le compte bancaire en question, les bénéficiaires à qui on devait reverser cet argent ont bel et bien reçu cet argent, n'est-ce pas, la TVA, tout comme l'État d'ailleurs. Alors il ne comprend pas comment aujourd'hui on lui donne 20 ans de prison et puis qu'il rembourse 1 milliard 500 millions. Parce que d'après lui, cet argent n'est jamais, il ne l'a jamais utilisé, cet argent n'est jamais resté pendant quelque temps dans sa banque puisque les écritures ont été régularisées. Alors, bon, dans ce que ces avocats expliquent,
c'est que en 2000, lorsque ça commence à jaser, le président de la République a commis une commission d'enquête qui était en train co-présidée par le DGSN, paix à son âme, celui qui est décédé, Pierre Milo, et le CED, Black Boy à l'époque, Rémi Zemeka. Les deux se sont rendus compte après enquête qu'effectivement l'argent avait transité, c'est vrai, le compte d'Ababa n'existait plus et que cet argent avait servi au remboursement, n'est-ce pas, des bénéficiaires, des entreprises bénéficiaires, y compris de l'État. Akamu Fumu, lui-même, étant ministre des Finances de l'époque, il a commis une autre commission, une contre-enquête, dont les résultats ont été les mêmes. Il n'y avait pas d'argent. En fait, c'est ce qu'expliquent les avocats d'Ababa. Plus tard, Mouvamo Boutou, je crois que c'était en juin 2001, devant l'Assemblée nationale, à la faveur des questions orales, a lui-même indiqué que cet argent, en réalité, avait été servi au remboursement des entreprises qui étaient bénéficiaires de la TVA et naturellement de l'État. Donc, aujourd'hui, Ababa, en fait, il a dit sa détermination de poursuivre les entreprises. Voilà, il a dit sa détermination d'ester en justice contre les entreprises, n'est-ce pas, qui ont été bénéficiaires de cet argent, la TVA, y compris l'État du Cameroun, parce qu'il ne comprend pas comment cet argent peut avoir été remboursé aux bénéficiaires et qu'on l'accuse aujourd'hui de rembourser. Donc, c'est un procès. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il dit devoir saisir le chef de l'État par rapport à cette affaire? Oui, ils disent devoir saisir le chef de l'État parce qu'en premier lieu, je crois en juillet 2000, le chef de l'État a commis une enquête. Il a désigné Feu Pierre Melumedjo et Bad Boy et Rémi Zemeka qui ont fait l'enquête et ils ont estimé qu'il n'y avait pas de... Donc le président lui-même connaît la suite et puis surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que le FMI avait un regard sur la gestion de la TVA. Et apparemment, le passage du Cameroun avec l'atteinte du point d'achèvement a été conditionné sur la façon dont le Cameroun pouvait gérer cette TVA. Donc d'après Ababa, il est hors de question pour lui de s'arrêter là parce qu'il estime que cet argent n'a jamais servi à lui, mais a servi aux intérêts des entreprises bénéficiaires de la TVA et à l'État du Cameroun. Donc du coup, on s'attend à voir puisqu'il affiche une détermination à le faire, on espère que, on attend de voir s'il va effectivement saisir le chef de l'État, puisque finalement tout réside et repose entre les mains du chef d'État. On attend de voir, mais c'est quand même assez curieux de savoir que lui il dit qu'il n'a jamais utilisé cet argent et que la banque avait régularisé les écritures pour retourner l'argent, n'est-ce pas, acquis des droits, et qu'aujourd'hui il écope de 20 ans de prison et naturellement du remboursement, assorti des dommages de remboursement de 1,5 milliard. Alors, c'est quand même pas facile. Exceptionnellement, comme Maître Sira, et là peut-être il pourra nous donner une ou deux précisions sur cette question. Pas spécifiquement dans ce dossier-là. Je voudrais juste indiquer que cette décision qui est tombée, je crois, jeudi, vient nous plonger à nouveau dans la perplexité qui est la nôtre lorsqu'on parle des atteintes à la fortune publique. On avait pensé, on avait espéré que le tribunal criminel spécial, beaucoup en tout cas de mes confrères, moi j'ai toujours indiqué dès le premier jour que le TCS n'apporterait absolument pas la clarté dans ce débat, on aurait espéré que le TCS nous aurait permis de comprendre un peu plus facilement, d'apporter une certaine clarification dans la lutte contre les atteintes à la fortune publique. On continue à observer aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre, le saucissonnement des procédures qui multiplient pour la même saisine plusieurs jugements et dont par conséquent plusieurs peines. On a des lenteurs, on se disait que le TCS aurait jugé beaucoup plus rapidement. Les procédures durent autant, sinon davantage que sous les TGI. On a toujours la confusion des principes, les décrets qui instituent des crimes, l'inversion de la charge de la preuve. Moi, je voudrais vraiment il est important, indispensable de lutter contre la fortune publique, de protéger la fortune publique. Mais je pense qu'il est tout aussi important de clarifier les conditions de cette lutte pour que on ne tombe plus dans le risque de penser que lorsqu'on a poursuivi une personne, c'est parce que
ou elle était malchanceuse, ou éventuellement elle était susceptible d'avoir des connexions dangereuses qui lui valent de passer devant le tribunal. Bon, je voudrais ajouter juste une chose, vraiment avec votre permission, pour dire que en réalité, il n'y avait pas mieux que il y avait mieux, je sais pas comment, il n'y avait pas mieux qu'Ababa pour savoir à quoi il pouvait, n'est-ce pas, s'attendre si jamais il avait réellement picoré cet argent. Parce qu'il faut quand même dire que lorsque Ababa va à la direction des impôts, simplement parce que le chef de l'État, qui lui avait déjà donné la possibilité de diriger, de présider la commission de la réforme fiscale, a compris que c'était possible. Mais aujourd'hui, qu'il sache lui-même ce que ça veut dire la TVA, pour laquelle il a contribué, qu'il en vienne à détourner, bon, peut-être que la justice continuera à faire son parcours dans cette histoire. Merci Soulé. On va accueillir au pied levé notre 5e invité qui arrive à l'instant. Peut-être le temps de permettre à notre invité de souffler un tout petit peu, mais il n'aura pas l'occasion de souffler plus de 5 secondes. Simon Beyanga, bonjour, bienvenue. Bonjour, ouais, je suis essoufflé, j'ai grimpé les escaliers en courant. Merci. Vous aviez oublié l'invitation ou quoi? Non, vous savez, c'est un jour de fête. C'est un jour assez particulier. Les agendas sont assez chargés. Et puis il y a eu beaucoup de pluie. Bon. C'était pas évident. L'essentiel est que je sois là. Heureusement. Et je voudrais m'excuser auprès de vos téléspectateurs, auprès de vous-même, que je salue. Et je suis là. Heureusement que vous ne serez pas seul. Vous avez votre camarade Jean-Baptiste Atemengue et votre ami Mathias Onagiri. Je n'ai pas dit camarade, j'ai dit ami. Je ne sais pas ce que Soulé veut me faire dire, mais j'ai bien dit votre ami. Alors avec vous, on parle sport, football, CAN féminine. Les équipes arrivent d'ores et déjà au Cameroun. Le Kenya est déjà dans nos murs et le Kenya va disputer un match amical cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo contre les Lions. Mais jusqu'ici, le comité d'organisation se plaint. L'argent est rare de ce côté-là, alors que nous sommes à moins de 2 semaines de l'événement. Doit-on s'inquiéter ou alors aura-t-on une compétition au rabais? Mais je pense que c'est une question assez complexe et qui m'étonne, moi. Qui m'étonne parce que effectivement, des informations que nous avons reçues du comité d'organisation, c'est que le budget qui a été finalement arrêté, d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA mis à la disposition du comité d'organisation, n'a pas encore été débloqué, presque jour pour jour, 2 semaines. Les prestataires menacent de faire grève aussi. Avant le début de la compétition, je sais ce qu'il y a eu comme préfinancement, comme engagement au niveau des financiers extérieurs. Je sais ce qu'il y a comme pression en termes de prestataires, mais je dis que ce n'est pas normal. On peut comprendre que l'État aujourd'hui fait face à beaucoup d'engagements sur d'autres fronts, des engagements aussi pressants que l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais lorsque vous avez pris les engagements d'organiser une compétition comme celle-là, c'est un engagement du président de la République, c'est un engagement qui, je ne veux pas dire qui engage, si vous permettez l'expression, l'honneur, la respectabilité, la responsabilité, le prestige du Cameroun. J'en ai entendu en termes de qualificatifs, en termes même de superlatifs sur ce que cela contribue au prestige du Cameroun d'organiser une compétition comme celle-là, de célébrer l'intégration, l'unité africaine. Il n'est pas normal que, à peu près 15 jours avant le début de cette compétition-là, que le comité d'organisation qui a été mis sur pied n'ait pas un moyen de fonctionnement. Ce n'est pas normal. En tout cas, le deuxième match test des Lions, c'est cet après-midi au stade Omnisport rénové Amadou Ahidjo, l'entrée libre et gratuite de ce côté-là. À présent, on va prendre la revue de presse telle que feuilletée pour vous et par nous avec Debo Harley en début. Bonjour.
3 accusés devant la barre pour répondre de la catastrophe des écarts face à la commission d'enquête créée par le chef de l'État. Repère suit de très près des auditions entamées depuis le début de cette semaine qui s'achève. Sans détour, dans cette affaire, pense que quelqu'un doit payer la note de cette catastrophe et le coupable pourrait être loin des 3 ministres mis devant la scène. C'est dans cette logique qu'un expert financier discute même le ministre des Transports. Dans une tribune parue au journal La République, il soutient les défaillances des wagons, la vétusté du chemin de fer, autant de causes à explorer dans ce drame. Drame qui a suscité la sympathie et la compassion du peuple tchadien, représenté au plus haut niveau par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le Sparks reprend un extrait de ses propos à Paul Biya. Je ne pouvais pas me contenter du message de condoléances et Paul Biya de répondre dans son speech. C'est écrit à Hot News, c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. Idriss Déby reparti, le chef de l'État est allé au stade Amadou Ahidjo le lendemain, présider la finale de la Coupe du Cameroun, trophée soulevé par APGS de Fou ici à Cameroun Tribune. 2 jours après, s'ouvrait à l'université de Yaoundé Dessoua le colloque sur les actions sociales de la première dame, Chantal Biya, pour reprendre mutation, manger à toutes les sauces. Des notions parmi des plus inattendues s'étaient développées au cours de ce grand moment de réflexion à la gloire de la First Lady. Seulement, le titre de docteur honoris causa ne lui a pas été décerné pour mutation. Le colloque s'est achevé dans la confusion et c'est bien ce jour de clôture du colloque que le Palais de l'Unité abritait la réunion du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui elle aussi a débouché sur un flou total. Mutation croit que Paul Biya maintient le mystère en renvoyant le congrès tant attendu. Pas de congrès en vue, son mandat à la tête du parti est donc prolongé, tout comme les mandats des principales instances. Selon Cameroun Tribune, le comité central et les bureaux nationaux de l'OF-LOGI restent donc légitimement en place. En choisissant la voie de la prorogation de son bail à la tête du RDPC, Émergence soutient que Paul Biya montre qu'il n'a aucune intention de lâcher prise au moment où une coalition dite, celle de 2018 c'est maintenant, lui demande de démissionner. La demande est contenue dans une correspondance à lui adressée publiée au journal Le Soir. La coalition 2018 c'est maintenant lui offre cette correspondance en guise de cadeau d'anniversaire de ses 34 ans de pouvoir. 34 ans justement, et que reste-t-il du renouveau s'interroge. Baromètre communautaire, selon le journal, les grandes idées développées par l'auteur de Pour le libéralisme communautaire tardent à prendre corps. L'an 34 du renouveau se célèbre donc à la tête d'un pays en quête de prospérité. Une quête permanente de prospérité due au détournement massif et abusif, nocif même des deniers publics. Le Pélican de Jules Brice Ngaba parle également de la mauvaise répartition des biens du pays entre une minorité constituée de nantis et la grande majorité de la population pauvre. Renouveau Info enfin parle d'un magistère en déclin qui marque le pic de la longévité au pouvoir et dont le couronnement confère un repos mérité à Paul Biya. À dimanche. À dimanche prochain, Debo Harley en DB, on prend maintenant la première thématique consacrée à ce programme qui est donc qui fait un focus sur le colloque consacré à la première dame, sur ses œuvres. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau le professeur Mathias Eric Onanguini qui était l'un des participants. Alors le colloque a eu lieu, plus de bruit avant et pendant. Que doit-on retenir finalement pour ça? Le colloque s'est effectivement tenu, le colloque intitulé « Droits fondamentaux et politiques de solidarité au prisme de l'action sociale » de la première dame du Cameroun, du 1er au 3 novembre 2016 à Yaoundé, dans la salle des actes de l'université de Yaoundé 2. Il y a effectivement eu avant ce colloque beaucoup de bruit. Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui faisaient ce bruit, on ne les a jamais vus au colloque, mais ils ont recommencé le bruit après le colloque. Donc il faut le bruit avant et après. Bruit avant et ils après, ne sont pas là pendant pendant le colloque, ils n'étaient pas là. Ce colloque a démontré effectivement qu'il était bien un colloque scientifique. Il y a eu dans le débat des points d'accord, il y a eu des points de désaccord. Les points d'accord, l'action sociale de la première dame se décline à travers des associations. La Fondation Chantal Biya, créée en avril 1994, le CERAC,
Cercle des Amis du Cameroun créé en décembre 1995 et les synergies africaines. Deuxième point, l'action sociale de la Première Dame est palpable. C'est-à-dire qu'il existe dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'appui, de la solidarité avec les personnes en détresse. Il existe un certain nombre d'actions qui sont constatables. Troisième chose, l'action sociale de la Première Dame a fait l'objet d'une reconnaissance internationale. Si c'était resté ici au Cameroun, on dirait que c'est de la complaisance, mais il faut bien qu'on nous explique pourquoi il y aurait complaisance quand l'UNESCO en a fait une ambassadrice de bonne volonté, quand l'ONU-SIDA en a fait une ambassadrice spéciale, quand elle a reçu le Grand Prix humanitaire de France, dont le trophée a été remis dans le palais abritant le Sénat français, ce qui estime qu'il y avait une approbation de cette institution qui ne pouvait pas accorder son palais si ce n'était pas quelque chose qui était considéré comme sérieux. Et enfin, dernière chose, la Fondation Chantal a été reconnue comme organisme consultatif par le Conseil économique et social. Les points de désaccord, le statut. Certains comme moi ont estimé qu'il fallait un statut institutionnel pour que la Première Dame ne soit plus simplement une institution matérielle. D'autres, notamment le professeur Alain Ondoa et le professeur Magloire Ondoa, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, étaient strictement opposés à l'idée du statut. Et je leur faisais remarquer ironiquement que c'est le politologue qui défendait le statut alors qu'on se serait attendu que ce soit les juristes. Il y a eu également, et ce point mérite d'être clarifié, un concept que certains qui n'étaient pas au colloque ont voulu présenter comme étant ce qui avait été en quelque sorte l'axe du colloque, le concept de chantalisme biaïste qui a été présenté par un des intervenants, en l'occurrence le docteur Jean-Paul Mbia, mais qui n'a pas fait l'objet d'une adoption par le comité scientifique. Moi-même, j'ai présenté au bout de ma communication des idées qui n'ont pas été retenues, mais qui sont les miennes. Dans un colloque, ce n'est pas un sabbat unanimiste, une assemblée où tout le monde est d'accord. Et là, il y a aussi des points de désaccord. Pour sortir donc, il apparaît que cette action sociale est une action qui est complémentaire de la politique sociale. Et elle est complémentaire de la politique sociale du gouvernement. Et il se pose donc la question de savoir comment améliorer cette complémentarité. La question du statut est une question incidente, mais c'est également une question qui se pose. Soulé Onoyono, après avoir écouté le professeur Mathias Onangini, est-ce que vous avez le sentiment encore, comme pensaient certains, qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière ce colloque? Non, déjà que j'ai jamais cru qu'il y avait quelque chose qui se cachait. Parce que en réalité, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on parle du miracle avant que le miracle n'ait eu lieu. C'était un colloque scientifique, comme certains le présentaient, et je crois que Mathias avait bien fait d'épiloguer là-dessus. En fait, il y avait trois problèmes dans ce colloque qui semblaient gêner. Le fait du statut de la Première Dame, le fait que Mathias Onangini se retrouve dans le colloque, et le fait aussi qu'on parle de 65 millions pour le colloque. Malheureusement, il y a eu des camps qui sont formés. Il y a eu ceux qui étaient tout au moins partants pour cela, et certains nihilistes, un peu anarchistes, à la souveraine des Germinal, qui ont estimé que point du tout. Et vraiment, nous qui sommes dans les intermédiaires, on a estimé que à l'université, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que... Ça dépend de la mobilisation d'outils d'analyse scientifique qu'on apporte, et c'est par rapport à cela. Et puis, à la fin, il y a des actes. Et puis, quand j'ai entendu dire la Première Dame, c'est qui? Attendons. Je pense que je suis d'accord avec Mathias qu'il fallait lui donner un statut, un statut légitime, bien connu de tout le monde, afin que lorsqu'elle sort, si on bloque les routes, autant qu'on bloque pour son mari, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va. Et puis, moi je me souviens de 2011, lorsque le président de la République doit prêter serment. On nous annonce que la première voiture sera celle, n'est-ce pas, de la dame, et la deuxième, celle du président. Mais qu'arrive à la première voiture, c'est les enfants du président, et à la deuxième, le président et son épouse, et que le président attend. On ne peut pas attendre le président. Le président attend au rôle, le temps qu'on a installé son épouse. On ne peut plus dire que la première dame, c'est qui. Et l'autre chose, je pense,
si on veut être tolérant, l'université a étudié les œuvres d'Hitler. Pourtant, on aurait dit à Rousseau cela. L'université a étudié les œuvres de Judas. L'université a étudié beaucoup d'autres choses que cela. Pour dire que la tolérance universitaire veut qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et puis, je pense, et là j'ai apprécié cette... cette leçon est venue du professeur Metou Buzil qui a dit que si les conventions nationales et internationales ont accepté qu'on appelle le président de la République son Excellence, si les mêmes conventions nationales et internationales ont accepté qu'on appelle un ambassadeur Excellence, ça veut dire qu'il y a deux excellences au palais de l'unité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut se détacher. On veut voir tout de suite Madame Chantal Biya à côté de Biya. Pourtant, à un moment donné, il faudrait choisir de détacher les deux. Madame Chantal Biya a un passeport diplomatique, Monsieur Biya ne l'a pas. Ça veut dire aujourd'hui, si on lance un mandat d'arrêt contre le couple présidentiel, on peut arrêter Monsieur Biya. On ne peut pas arrêter Madame Chantal Biya parce qu'elle elle va être défendue par, n'est-ce pas, la communauté internationale et particulièrement l'UNESCO. C'est important de savoir. Donc, par rapport à tout cela, si on ne se fait pas un détachement, on va toujours voir, n'est-ce pas, Chantal Biya, peut-être ceux qui détestent M. Biya, ceux qui ne l'aiment pas. Peut-être que on reviendra à cela lorsqu'on va épiloguer sur les 34 ans, ne peuvent pas continuer aujourd'hui à associer absolument l'image de Chantal Biya, comme on a fait avec l'image de ses enfants, n'est-ce pas, à M. Biya. Non, ce n'est pas possible. Merci Soulé. Juste un petit détail pour M. Souleo Noyolo. Le président de la République du Cameroun a bien un passeport diplomatique. Mais maintenant, le passeport diplomatique du président de la République du Cameroun n'est pas le même que celui qu'a la présidence. C'est ce que je voulais dire, professeur. C'est ce que je voulais dire. Merci pour cette précision. On reste sur le statut de la première dame avec vous, Jean-Baptiste Atemengue. Est-ce qu'on ne doit pas craindre un bicéphalisme au sommet de l'État avec, si jamais on venait à adopter un statut particulier à la première dame? Non, je ne pense pas. La première dame, elle est première dame parce qu'elle est l'épouse du chef de l'État. Et donc, elle n'est pas élue par les Camerounais, mais son époux est élu et a une légalité, une légitimité qu'il peut partiellement transférer à celle qui est son épouse. Je pense que... Mais si jamais on lui accordait un statut, parce que là, elle est épouse, elle n'a pas un statut particulier. Mais ce statut ne serait valable a priori que pendant que son époux est l'élu du peuple. Son époux, s'il n'est plus l'élu du peuple, lui-même n'est plus président de la République et donc son épouse n'est plus la première dame. Alors, maître, on a la chance de vous avoir sur ce plateau, sur la question du statut. Les universitaires, on va dire ainsi, à travers ce colloque, ont jeté la bouteille à la mer. Est-ce que cela doit nécessairement, ou alors forcément, passer par voie constitutionnelle à travers la loi votée par le Parlement ? Sur la question du statut, je dois vous dire que je suis personnellement un tout petit peu embêté. Parce qu'il y a évidemment dedans de bonnes raisons, tout comme je pense qu'il y a de mauvaises raisons. Je vais commencer par les mauvaises raisons qui tiennent à ce que, je pense de mon point de vue, déjà le statut de la première dame, dans tous les pays où vous avez un président avec une femme, mariée, épousée, qu'il a épousée, on est d'accord qu'il y a automatiquement ce statut qui découle de la simple situation de fait d'être marié. Et pour pouvoir obtenir un statut en tant que tel, un statut juridique, il eût fallu qu'il y ait un acte juridique pour ça, qui peut évidemment découler soit de la loi, soit éventuellement d'un acte administratif, un décret, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un seul pays dans lequel il y ait cette organisation. Donc, je ne sais pas pourquoi le Cameroun ferait une exception à cela. J'ai envie de dire que le statut de la première dame, il va de soi, il est évident. Mais en même temps, si vous voyez par exemple aux États-Unis, la première dame a, j'allais dire, un statut de fait, puisqu'il y a un bureau
il y a des bureaux à la Maison-Blanche avec tout un staff. Elle a un personnel qui est directement attaché à son statut. En revanche, la bonne raison pour moi, c'est qu'il faut clarifier les choses. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'activité de cette personne, de cette personnalité, génère forcément des fonds. Il y a un certain nombre de moyens de l'État qui sont mis en œuvre et je pense que pour des soucis de transparence et de clarté, il aurait fallu que l'argent public, qu'on puisse savoir comment on l'utilise. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis vraiment un peu embêté par rapport à ça parce que d'une part, on n'a pas besoin de l'organiser d'un point de vue strict par la loi, par un texte pour qu'il puisse exister, mais en même temps, on a besoin de pouvoir identifier qui est la première dame et comment elle émarge au bureau, au budget de l'État. Pour ça, je veux revenir à vous, le temps de passer. Oui, rapidement. Il y a des pays où il y a un statut de la première dame. Il y a une loi de novembre 1978 sur les First Ladies aux États-Unis d'Amérique. Je pense en Tanzanie aussi, il y a un statut de la première dame et effectivement avec un bureau qui est chargé de s'occuper des activités de la première dame. Bon, je pense que... Et probablement en Angleterre aussi, le statut ou l'épouse de la reine ou du roi. Le statut de la première dame, à mon avis, est nécessaire. C'est parce qu'il nous manquait justement, pour aller vite, qu'on a donné, à un moment donné, le régime, un statut d'utilité publique aux associations qui interviennent pour accompagner la première dame, la Fondation Chantal Biya, le CERAC ou les synergies africaines. C'est pour résoudre effectivement ce problème de savoir dans quelles conditions ces associations-là peuvent avoir accès à des ressources publiques. Alors, Simon Meyanga, est-ce que ceux qui soupçonnent les universitaires d'avoir d'autres intentions en organisant ce colloque, est-ce que ceux-là, aujourd'hui, ont raison? Parce que pour eux, ils disent qu'au-delà même du statut, il y a certainement des ambitions politiques de positionnement de certains qui se cachent derrière. C'est votre avis aussi? Non, mais il y a eu beaucoup de procès d'intention. Je ne voudrais pas rentrer je ne veux pas qualifier ça. Il y a eu beaucoup de procès d'intention, en effet, des gens qui ont soupçonné des universitaires de haut niveau. Et il a dit, le professeur Eric Onanguini, de ces gens-là, personne n'a mis les pieds à soi pour assister aux travaux de ce colloque. Il y a eu beaucoup de procès d'intention, il y a eu beaucoup de faux procès en réalité. Bon, on ne peut pas construire une nation sur la base du soupçon. Je crois que le contrat de confiance existe entre intellectuels, qui plus est, ont justifié de la scientificité du sujet. Il y avait matière à débat scientifique, il y avait matière à réflexion scientifique. Aujourd'hui, je crois que Essoulé l'a dit, il n'est pas de ceux qui condamnent les choses avant qu'elles ne se fassent. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'à soi, il s'est agi de la science, de passer au crible de l'analyse scientifique, l'action d'une première dame et même du statut sur lequel on discute, on débat depuis quelques minutes. Il n'a pas été arrêté à l'unanimité. Donc, certains scientifiques en sont contre. D'autres disent qu'il faut un statut. Justement, c'est justement là l'intérêt du débat scientifique. Et je pense que ceux qui ont fait le procès aux imminences grises de soi, en tout cas pour être nommés, pour avoir un avenir politique, ce n'est pas à travers un colloque comme celui-là qu'il faut passer. On connaît les circuits. Bon, ceux qui l'ont dit peut-être ignorent quels sont les circuits. Alors, on va aller très rapidement, on ne va pas s'attarder sur cette question. Souley, je ne veux plus vous donner la parole sur cette thématique. On va terminer avec le professeur Mathias Onanguini. Mais Souley, c'est moi qui choisis à qui je donne la parole. Mais non, mais je ne vous donne pas la parole. Je vous donne la parole maintenant au professeur Mathias Onanguini sur cette question. Vous avez marqué, vous avez attiré l'attention de plusieurs personnes à travers cette célèbre citation. Chantal Biya est comme un vicaire qui tire son pontificat. C'était quand même un peu son pouvoir pontif. Ouais, ce n'est surprenant que pour les non-initiés, ceux qui connaissent bien l'analyse politiste savent que la catégorie de pontificat y est utilisée venant de la théologie politique et venant de l'anthropologie politique et juridique.
Je ne donnerai pas les références ici parce que de toute façon, ceux qui vont les écouter n'iront pas lire. Mais la théorie du pontificat n'est pas une invention. Les institutions présidentielles, qui sont des institutions au sein des États, sont héritières des institutions politiques des États monarchistes, qui elles-mêmes sont héritières des institutions politiques liées à la papauté, qui elles-mêmes sont héritières des institutions politiques pharaoniques. Et il y a une transmission d'un certain nombre de cadres symboliques, notamment de cette idée de pontife, c'est-à-dire de passeur entre le ciel et la terre. Il y a toujours, même dans les démocraties représentatives, une dimension monarchique du pouvoir qui est exprimée dans les institutions présidentielles et qui est un legs de ce passé. Voilà ce que ça voulait dire. C'est pour ça qu'elle est le 10 du président. Pour le traduire donc simplement, tout le monde n'étant pas capable de comprendre la transmission que le pontife fait au vicaire, par exemple, comme l'évêque transmet ses compétences à son vicaire, j'ai utilisé l'image du 10 pour ramener une explication très sophistiquée à un niveau qui est beaucoup plus simple. Les jeunes comprennent bien ce qu'on appelle le 10. Le 10 est un intermédiaire, c'est un entremetteur, c'est un médiateur. Et en l'occurrence, cette action sociale n'a pas seulement des fonctions morales, elle a aussi des fonctions politiques. Ça veut dire qu'il s'agit aussi de structurer des réservoirs de soutien politique pour le président de la République. Voilà pourquoi Chantal Biya est un 10 pour Paul Biya. Et le titre honorifique, docteur honoris causa. Les deux choses n'étaient pas liées. Il n'y avait pas un lien nécessaire entre les deux choses. Un colloque a sa logique. On peut construire un cadrage dans lequel, à la suite du colloque, on remet une distinction honorifique, mais on peut aussi remettre la distinction honorifique de manière isolée. Alors, Souley, pour ne pas avoir l'impression d'être muselé, on termine par vous sur la question. Merci, c'est vrai que l'idée commençait déjà à partir parce que je voulais abandonner ça. Mais moi, j'ai retenu, je voudrais dire, j'ai retenu une idée que, contrairement à ce qu'on pense toujours, que derrière un grand homme, derrière un grand homme se trouve une grande dame, on peut dire de Chantal aujourd'hui qu'au côté d'un grand homme se trouve une grande dame, pour des raisons simples. Parce que lorsqu'on parle d'ambassadeur de bonne volonté, ambassadeur bienfaitrice, les gens oublient qu'il y a une capacité à mobiliser les fonds à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est en cela que c'est important de savoir que on a connu des gens comme Robin de Bois. Robin de Bois volait aux pauvres, aux riches, pour redistribuer aux pauvres. Alors c'est par extraordinaire. Madame Chantal Biya volait, encore qu'il faut le prouver. Entre guillemets. C'est entre guillemets, encore qu'il faut le prouver. Pour donner cela, n'est-ce pas, à la fondation, pour sauver des vies. Ou alors aux cyclistes, parce que le prof a oublié l'autocycliste Chantal Biya. Quel serait le problème? Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, on a connu des gens aujourd'hui qui allaient faire un week-end avec une petite en France, n'est-ce pas, avec la fortune publique. Et puis, Bouba, pour apporter de l'eau à votre moulin, citons les 3 autres personnalités africaines Mandela, qui étaient ambassadeurs avant Chantal Biya. Il y a Nelson Mandela, Wole Soyinka, Omar Diarra et il y a Wole Soyinka. C'est tout simplement pour dire qu'en réalité, je vais chuter par là pour dire que, en fait, l'épanouissement de Chantal Biya, voilà, la première dame, devrait suggérer l'épanouissement de toutes les femmes qui sont dans les différents foyers. Pour une raison simple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent par la femme d'un ministre pour obtenir quelque chose. Pourquoi est-ce que ça ne tue, ça n'enlève personne? Merci, Non, c'est important. Non, c'est important de savoir. Parce que justement, Bouba, quand je parle de l'épanouissement de la femme, quand je parle de l'épanouissement de la femme, je voudrais simplement dire qu'il faut, n'est-ce pas, abandonner, n'est-ce pas, cette philosophie machiste qui veut que c'est simplement, n'est-ce pas, les femmes sont essentiellement secondaires. Quand vous avez une femme qui est ministre, le monsieur, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le monsieur comme un laquais par rapport à cela? Le monsieur n'a pas de personnalité, il a une personnalité. Quand vous avez une femme qui est DG, qui est mariée, il y a la personnalité. Donc, vraiment, il faut arrêter cette histoire de penser que c'est madame, parce que c'est madame Chantal Biya, parce que c'est Biya, il y a forcément Chantal, si elle a réussi l'exploit de se trouver un prénom. Merci. Après le nom de son mari, il faut la féliciter. C'est bien Biya, merci. Maître, la scientificité de ce colloque, à mon avis, ne posait pas beaucoup de difficultés. On peut discuter de tout. Mais moi, je pense que
quelque part, il y a quand même eu au minimum une volonté de récupération. Je voudrais exclure déjà de là Mathias, que j'ai écouté, parce que moi je pense qu'il a des actes par le passé qui justifient largement, qui lui donnent une certaine crédibilité, et j'ai écouté son propos d'un bout à l'autre, contrairement à ce qu'il pense. J'ai été très heureux, soulagé personnellement, de ne pas y trouver les éléments de la polémique qui a précédé. Mais seulement, un certain nombre d'éléments permettent quand même de s'interroger. Premièrement, la proximité avec le 6 novembre. Pourquoi un colloque comme celui-là est-il placé précisément au début du mois de novembre? On peut s'interroger. On peut s'interroger. Deuxièmement, toutes les personnes qui ont organisé ce colloque, vous n'avez jamais eu une seule d'entre elles qui ait préalablement posé un acte fort sur ce qui ne marche pas au Cameroun. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au Cameroun, y compris à l'université. J'aurais aimé qu'on nous dise qu'il y ait un colloque à l'université pour s'interroger sur le but de l'université et où est la place de l'université au Cameroun. On n'a jamais entendu ces personnes-là. Troisièmement, les moyens humains et matériels anormaux. Je sais que Mathias va me dire que c'était insuffisant, 65 millions. C'est vrai, mais en comparaison avec les autres colloques du même calibre, c'était exorbitant. Donc l'ensemble de ces choses, et puis surtout la présence de personnes qu'on ne voit jamais dans les lieux où on discute des choses scientifiques. C'était sous le patronage du Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur était présent et d'autres personnes y étaient. Je pense que l'ensemble de ces facteurs permettait quand même de s'interroger sur le caractère, la volonté de récupérer, voilà, politiquement. Merci. On va avec votre permission. On va avec votre permission. Les Camerounais discutent de tout, même du sexe des anges. Hein. On parlera tout à l'heure de votre parti, les 34 ans du président Paul Biya. Le temps de repartir du côté de nos machines pour prendre le reportage de la semaine avec Arnaud Gueffard qui nous plonge déjà dans les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il est allé voir du côté des infrastructures, même également hôtelières. À quoi doit-on s'attendre à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? L'état des lieux avec Arnaud Gueffard. Dernière ligne, ouvriers et ingénieurs mêlés dans l'offensive des travaux. Stade annexe, les arguments finaux tiennent sur les travaux de génie civil. Toilettes et vestiaires en finition, charpente à montage. Ça court juste comme en temps de retard. Nous avons le retard par rapport aux fermes qui sont posées parce qu'il y avait des petites modifications à faire dessus. Les techniciens se vaquent à cette occupation-là. Maintenant, les autres fermes qui restent sont en train d'être modifiées directement à la fabrication à Douala. La pelouse, sous ses habits neufs, affiche un visage reluisant. Inquiétude zéro à un jet de l'échéant. Nous sommes sûrs que les délais vont être tenus. Tout à côté, le stade Amadou Ahidjo vante sa beauté intérieure déjà acquise. Audace qualité sur l'aire de jeu et sur les gradins. À l'extérieur, on fait les derniers raccords. Le stade est prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Il est prêt, il y a encore des petits réglages à faire. Ce n'est pas encore parfait, mais dans une dizaine de jours, ce sera fini à 100%. Plus loin, le stade militaire, dans sa dernière phase de travaux, est fièrement paré. Vestiaire au standing, pelouse moderne. Un ouf de satisfaction à ce stade. On sait d'où on vient et on sait où on se trouve aujourd'hui. On est prêt. Il ne suffit pas de venir voir aujourd'hui, avoir des doutes, on est prêt. Sinon on n'est pas prêt, on est prêt. À Yaoundé, toutes les infrastructures sont prêtes. Le stade Amadou Ahidjo a ces deux stades annexes qui sont également prêts avec des pelouses de la même nature que le stade principal et avec des tribunes et des vestiaires. Il est vrai, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de 95%, il est vrai que dans les deux stades annexes, il n'a pas encore été posé des toitures sur les tribunes. Mais ce n'est pas très important pour le déroulement de la compétition. Côté hébergement, hôtel en haut standing, du beau en orgueil. 4 ou 5 étoiles bien méritées. Ils sont 4 choisis à Yaoundé pour accueillir les délégations. Le Hilton, la Falaise, le Djega et le Mont Fébi. Les contrats ont déjà été signés avec ces hôtels et le régisseur en charge du suivi du dossier financier de cette compétition a déjà fait les virements nécessaires pour que ces hôtels-là puissent être tranquilles. Nous sommes aujourd'hui prêts à 100%. Événement spécial
dispositions spéciales pour satisfaire la demande. Nous avons des écrans géants que nous devons mettre dans les salles. Nous avons également eu à refaire des travaux de peinture, des travaux de mise en norme, n'est-ce pas, de la structure hôtelière. Nous avons renforcé notre linge parce que les joueurs consomment beaucoup de linge. 2 étages pour une 50aine de chambres réquisitionnées ici, toutes déjà bien huppées, le fruit de la métamorphose. Mais à l'hôtel La Falaise, pas question d'une quelconque métamorphose. Le caractère neuf est à leur faveur. L'hôtel La Falaise Yaoundé a l'avantage exclusif d'être un hôtel récent. Nous n'avons pas eu besoin de rénovation et la CAF a jugé que nous avons le standing requis, tant sur le plan du confort que de la sécurité. Sécurité donc, tous à la donne, chacun sa stratégie. Parlant de sécurité, les mesures spéciales ont été prises avec l'appui des autorités. Nous avons renforcé les caméras de surveillance, nous avons renforcé le dispositif de contrôle des clients à l'hôtel. CAN de football féminin, Paris infrastructure, presque gagné. Il faut être fou pour ne pas voir de si près. Merci Arnaud Gueffak et toute son équipe. On espère que la CAN féminine sera sucrée. Hein. L'avant-match, c'est ce soir à 16h, match amical entre le Cameroun et le Kenya. On parle à présent d'autre chose, de 34 ans de pouvoir du président Paul Biya. On va se limiter. On peut parler de 34 ans du président Paul Biya pendant toute une journée. Avec votre permission, on va se limiter. On va aborder les aspects politiques, aspects économiques, peut-être aspects aussi culturels et socio-culturels. Voilà, tout à fait. Alors, pour vous, je commence par vous, Soulé. Quel bilan faites-vous de 34 ans? Je voudrais rapidement vous dire, à la différence de ce que je pense pour Chantal Biya, qui est une femme extraordinaire d'amour, n'est-ce pas? C'est pas la même pensée que j'ai pour M. Biya. 34 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui on mélange tout, c'est simplement parce qu'il y a un aveu d'impuissance, à savoir comment faire pour déloger M. Biya d'Etoudi. Déloger? Oui, puisqu'il est à la fois, n'est-ce pas, roi et empereur. Et ça devient compliqué, parce que quand vous parlez de 34 ans, je vais laisser aux spécialistes de l'économie, de la politique en parler. Je voudrais simplement retenir que sur les 34 ans, pendant que M. Biya est au pouvoir, Simon Meyanga a fini ses études primaires. Il a fini ses études supérieures. Il a fait, n'est-ce pas, il a enseigné au collège adventiste, c'est qu'on se connaît bien. Il est reparti à l'action. Et maintenant, il est chef de la cellule de communication quelque part. Il est parti à l'ESTIC, passé par l'ESTIC. Oui, il y a eu l'ESTIC. Parce que quand il enseignait, il a fait l'ESTIC, il est parti à l'ESTIC, de l'ESTIC, l'action. Aujourd'hui, chef de la cellule de communication, M. Biya était toujours président. L'autre chose, c'est que M. Biya a utilisé Marafa. D'abord à la SNH, à la présidence de la République, ministre d'État, SGPR, ministre, il l'a envoyé en prison sur les 34 ans. Pendant ce temps, il allait chaque jour dans son bureau, comme il a fait avec Atandé Mbara, que Maître Assira me pardonne, directeur à l'ISMP, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre d'État SGPR, ministre de Relations extérieures, puis la prison, M. Biya est toujours président. Il a fait pareil pour M. Mbongo, qu'il a envoyé à l'ENAM, il en est sorti, pendant qu'il était toujours président, il a nommé préfet, il en a fait directeur général de la sécurité nationale, non, d'abord directeur du cabinet civil, directeur général, délégué général à la sécurité nationale, ministre de la Défense, ministre des Transports, M. Biya est toujours président. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pendant les 34 ans, le temps est devenu très long. Parce que M. Biya a réussi l'exploit de faire plus que Jésus. Non seulement pendant 33 ans, Jésus a fait 33 ans, il a fait tous les miracles qu'on peut aujourd'hui compter, mais M. Biya est déjà à 33 ans. C'est-à-dire l'âge, le parcours, la naissance et la mort de Jésus plus 1. Ça fait que c'est extrêmement compliqué. Donc, rien que de dire
qu'on a fait 34 ans au pouvoir, ça pose un problème éthique, ça pose un problème, n'est-ce pas? Ça pose un problème politique. Si jamais on admet que on est dans un pays démocratique, mais ça c'est M. Bouba, l'ADN de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Voilà. Tant qu'on y est, et pendant 34 ans, je crois que c'est beaucoup. On parlera de l'alternance tout à l'heure, mais je suis sûr que Jean-Baptiste vous dira que le président est élu. Effectivement, et heureusement qu'il est élu. Donc ce n'est pas un empereur, ce n'est pas Napoléon III, encore que lui-même fut élu pour un mandat de 4 ans en 1846-47. Il fut un coup d'État à lui-même, il se fut à lui-même un coup d'État en 51 pour devenir empereur. Ce n'est pas le cas du président Biya. Il a été, il est arrivé au pouvoir par la voie constitutionnelle que tout le monde connaît, et depuis lors, c'est lui-même qui a instauré l'initiation à la démocratie au sein du parti unique. On a accéléré cette démocratisation en 90. Jusqu'à ce jour, il est élu. Donc, on peut ne pas être son fanatique, on peut ne pas être de son parti politique et soutenir un autre candidat, mais les règles du jeu sont connues à ce niveau. Pour dire que l'alternance à la tête de l'État est l'ADN de la démocratie, c'est une façon très simpliste de concevoir la démocratie. Je ne pense pas que ce soit la définition de la démocratie. C'est quand même beaucoup plus large que ça. Même ceux qui y ont cru, en tout cas en Afrique au début des années 90, le constatent aujourd'hui. Ces optimistes DA, ils constatent que là où il y a eu 3-4 alternances, je lis des écrits scientifiques qui constatent que dans ce pays, il y a eu 3-4 alternances. Ça n'a été qu'une fumée qui cachait en réalité beaucoup d'autres choses et que ces pays-là ne sont pas plus démocratiques que le Cameroun, par exemple. Et enfin, je crois que la démocratie, c'est une succession de fondations qu'on pose et il faut s'interroger si à ce niveau, nous avançons, effectivement nous avançons. C'est la capacité de délibérer, de discuter, les libertés. Je sortais d'une cérémonie hier soir de Dikok où on a installé une dame, Madame Otou, présidente de section RDPC. Tout ça, ce sont des signes d'émancipation, la place de la femme, des minorités. Je me suis arrêté avec mes camarades dans un snack prendre une séparante à l'issue de ce meeting. J'ai vu la jeunesse connectés, qui, filles comme garçons, s'épanouissent librement, ils vont à l'école librement. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui font de la démocratie. Il ne faut pas la résumer qu'à la place qu'au poste de présidence de la République où il faut des alternances. C'est une possibilité qu'offre la démocratie camerounaise. Donc en 2018 ou avant, il y aura une élection présidentielle avec une liberté de candidature et une possibilité pour les Camerounais de choisir qui ils veulent voir succéder au président Paul Biya à l'issue de ce mandat. Pour ça, Mathias, Eric Onangini, quand le président de la République prenait le pouvoir, on parlait de rigueur et moralisation. 34 ans après, est-ce qu'on peut toujours tenir le même langage? Qu'est-ce que moi j'en sais? D'abord, il faut dire que le couple rigueur et moralisation n'est pas strictement une création du président Paul Biya. Au congrès de Bafoussam, en février 1980, le président Amadou Ahidjo avait déjà orienté son action et son discours dans ce sens. Il est difficile que rigueur et moralisation puissent rester des références pertinentes avec une aussi longue durée de pouvoir. Parce que la démocratie, qui en l'occurrence est une démocratie spécifique, la démocratie représentative, est un système qui a un problème avec la longévité politique extrême. La démocratie en elle-même, c'est un régime autoritaire. Voilà pourquoi, dans les démocraties représentatives, on introduit des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de poids et de contrepoids.
Il y a des poids et des contrepoids fonctionnels dans la division des pouvoirs entre les différents organes. Il y a des poids et des contrepoids en termes de temps, c'est-à-dire une forme de séparation temporelle des pouvoirs qui n'est pas respectée au Cameroun. En fait, la République du Cameroun fait partie de ce que la science politique appelle des régimes hybrides. Ça veut dire qu'il y a à la fois des éléments qui relèvent de la démocratie, mais il y a encore, et bien implantés, des éléments qui relèvent des régimes autoritaires. Il est donc difficile, dans un temps aussi long, de maintenir de manière pertinente ces références. Disons que les choses ont évolué en dents de scie. Après la période, disons, 1982-1987, on est entré dans une phase de dépression dont le symbole était la fameuse réplique du président Biya à Éric Tchindjé, où sont les preuves. Et on est revenu dans une dynamique où on essayait de remobiliser autour de ces concepts avec les actions politico-judiciaires de la fin des années 90 qui ont commencé avec les affaires Edjoua, puis les affaires Pierre-Désiré Ngo et Muntipou Seydou. Et il y a un mouvement qui s'est enclenché avec ce que nous appelons commodément l'opération Épervier. Mais en l'occurrence, l'échec de ce système de gouvernement en termes de rigueur et de moralisation, s'il repose d'abord fondamentalement sur lui, repose aussi sur d'autres forces au Cameroun, parce que les sources de démoralisation et les sources opposées à la rigueur ne se limitent certainement pas au régime. C'est même devenu un esprit, une véritable civilisation, entre guillemets, au Cameroun. Donc, si on veut que les choses aillent dans un autre sens, il ne suffit pas simplement d'accuser le pouvoir ou d'accuser le RDPC, mais de comprendre pourquoi la rigueur et la moralisation ont tant de problèmes au Cameroun. Alors, Maître Claude Assira, tout à l'heure, Jean-Baptiste nous parlait des Camerounais qui vaquaient librement à leur occupation. Est-ce que sur le plan des libertés publiques, on peut dire qu'au Cameroun, cette liberté est une réalité? Vous savez, il ne manquerait plus que le président de la République nous empêche de vivre. Il n'y a plus beaucoup de pays aujourd'hui où vous avez une dictature qui empêche les gens de vaquer à leurs occupations. Vous savez, Aung San Suu Kyi, qui a été longtemps l'opposant politique le plus célèbre aujourd'hui, a connu le destin que tout le monde sait. Moi, je suis un peu déçu pour te vous dire, parce que voilà, le président de la République qui avait tout pour réussir. L'armée pour lui, il a un parti entièrement dévoué à sa cause, les institutions parlementaires sont sous sa botte, les institutions judiciaires, il les maîtrise, il les contrôle, un peuple pacifique, les chefferies traditionnelles, tout pratiquement était fait pour pouvoir réussir. On ne sait pas où les choses se sont passées, comment ça se fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un pays où, franchement, aujourd'hui, bien malin. Hein. Moi, je suis heureux que ceux qui nous parlent habituellement de tout va très bien, Madame la Marquise, dormez tranquille, qui nous explique. On est dans un pays aujourd'hui où personne ne peut prévoir ce qu'il sera demain, ce que sera demain. Les paradigmes et les standards moraux sont tous brouillés aujourd'hui. Le sens de l'État a disparu. Mathias Eric Ounan, qui nous parlait tout à l'heure de la civilisation, il a parfaitement raison, sauf que la civilisation de... Oui, la civilisation je veux dire, du civisme se donne à partir d'une impulsion, quelque part, qui est au niveau de la tête. Quand quelqu'un a tous les pouvoirs, vous ne pouvez pas penser qu'il va y avoir une autre autorité à côté de lui qui n'a pas le pouvoir pour impulser une certaine orientation. Le rayonnement extérieur de l'État du Cameroun totalement brouillé, les institutions judiciaires ont été totalement mélangées. Aujourd'hui, on ne peut même plus savoir qui fait quoi. Le calendrier même, à quel moment va-t-on jouer un événement simple? Vous allez poser la question à n'importe lequel des agents, même le plus haut placé, ne serait pas en mesure de vous dire exactement comment ça va se passer. Il n'y a rien, absolument rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité, personne ne peut prévoir comment se passerait éventuellement l'alternance. Moi, je souhaite longue vie au président de la République, hein, comme homme, comme individu. Que cela soit clair là-dessus, même si je pense qu'on pourrait éventuellement avoir une petite respiration pour permettre au Cameroun de voir autre chose, mais comme individu. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qu'on aime bien, à qui on souhaite longue vie, mais qui ne sont plus là le lendemain. Sauf que lui, celui qui est là aujourd'hui, est le détenteur du destin
d'un État et il aurait fallu quand même qu'on puisse voir un peu plus clair dans les institutions, ce qui est loin d'être le cas. Je ne vous parle pas, peut-être que vous aurez l'occasion de nous interroger sur les aspects économiques et sociaux qui ont été tout à l'heure suggérés. Tous les fleurons de l'industrie camerounaise ont été cassés, à l'UCAM, la régie Fercam, Cameroun, Chipina. Je vous dis, vous regardez le bilan aujourd'hui, il est complètement famélique. Et on se demande à quoi auront servi 34 années de... Voilà. Alors, Simon Mayanga, entendre Maître Claude Assira, 34 ans de galère. Je me demande si nous vivons au Cameroun. Si nous vivons dans le même pays. Vous l'avez interrogé sur la liberté, il n'a pas osé répondre sur la liberté. Il a développé sur les thèses qui sont des thèses ressassées depuis longtemps. Hein. Est-ce que ce qu'il dit n'est pas au moins fondé? Moi, je dis, si vous faites un bilan du renouveau, il y avait un triptyque à la base du renouveau. Rigueur, moralisation, démocratisation. Si vous voulez qu'on parle de la démocratisation, ça nous permet d'avoir libéré la parole. On peut insulter le président, on peut le critiquer de manière véhémente comme on le fait ici. Avant, ça ne se faisait pas. Ah, c'est une façon de dire. Hein. Avant, ça ne se faisait pas. Donc, au moins, ça, c'est une avancée que vous ne pouvez pas nier, M. Assira. Donc, sur la démocratisation, les partis politiques sont nés, tout le monde s'exprime librement, chacun s'exerce dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. Je pense que là-dessus également, on peut marquer des avancées. Il faut être assez myope pour dire que rien n'est fait. Sur le plan même des libertés individuelles, elles sont encadrées, mais les Camerounais sont libres. Sur le plan même des institutions, parlons-en. Je ne veux pas entrer dans le fonctionnement, est-ce que c'est parfait? Encore faut-il me démontrer où est-ce que les institutions sont parfaites dans ce pays. De l'Assemblée nationale, de l'institution présidentielle, à la mise en place du Sénat. Nous avons tout ça qui fonctionne aujourd'hui. La démocratie, la décentralisation, les textes sont adoptés, bon an, mal an, elle avance, les transferts de compétences et des ressources sont effectifs. Je prendrai quoi? Qu'est-ce que je citerai? La lutte contre la corruption, parlons-en. Tous les mécanismes sont mis en place. Toutes les instructions de répression de la corruption sont mises en place. La NIF est là, la CONAC est là, le contrôle supérieur de l'État est là, le tribunal criminel spécial, etc. Mais maintenant, même nous au RDPC, à commencer par le président de la République lui-même, reconnaît que sur le plan de la moralité publique, nous avons encore un problème. Parce qu'on ne change pas les mentalités par décret, malheureusement. C'est une affaire qui nous concerne tous. C'est une affaire qui nous concerne tous, donc pas que le président de la République. Et nous sommes les premiers à reconnaître que s'il faut juger le renouveau à l'aune de ses réalisations, à l'aune de son bilan, effectivement, les problèmes de moralisation restent le ventre mou du renouveau. Mais il n'est pas de même sur les questions de politique, de liberté, de mise en place des institutions. Également, vous avez vu qu'il y a eu une mutation du renouveau qui est partie du triptyque rigueur, moralisation et démocratisation à celui aujourd'hui qui semble être l'enjeu le plus important aujourd'hui, celui de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. C'est pour ça que, fort de la demande, au regard de la demande, non, vous avez parlé, je n'ai rien dit. Justement. Au regard de la demande sociale. C'est pour ça que le président a modifié en disant que le progrès social reste ma priorité. Et c'est donc, et pour apporter des réponses aux Camerounais, il fallait donc résoudre les problèmes économiques, dont on va en parler. Mais je dois vous dire que beaucoup a été fait, comme on dit, beaucoup reste à faire, nous en sommes conscients. Le renouveau n'avait pas vocation à vous apporter le paradis, mais ce n'est pas intellectuellement honnête de dire que nous sommes dans un enfer et que rien n'a été fait. Alors peut-être je vais revenir à vous tout à l'heure, mais je voulais relancer d'abord Jean-Baptiste sur le plan économique. Le président a lancé de nombreux projets dits structurants pour développer le pays. À ce jour, est-ce qu'on peut dire que ces projets-là servent véritablement? Bon, je crois que sur le plan économique, je partirai de ce que Maître Assira, sa dernière phrase qui parlait de fleurons hérités des années 70. C'était pas des fleurons, là, ce sont des idées reçues et que malheureusement, on transmet aux générations qui n'en savent rien. C'était de parfaits éléphants blancs. Il n'y a jamais eu de fleurons. Si nous sommes en crise économique dans les années 80, c'est parce que le président Biya hérite d'un système économique
hors sujet, agricole, qui avait tout faux. Et cette conception nostalgique de ce rêve qu'on veut perpétuer relève plutôt d'une paresse intellectuelle. Et même la façon de critiquer systématiquement, je crois que ça relève. C'est d'autant plus facile que aucune théorie scientifique n'a qu'une hypothèse sans antithèse, sans nuance. Je pense que à partir de là, de l'héritage économique qui était très difficile, je ne dis pas que le président Ahidjo a fait faux parce qu'il voulait faire faux. C'était les idées économiques de son temps. La France et tous les pays européens même ont dû s'ajuster structurellement pour modifier ce paradigme économique. Donc, on ne peut pas dire qu'on a hérité d'un système économique de fleurons. Non, c'était des éléphants blancs. C'était un mauvais système économique, un mauvais système agricole, un mauvais système industriel. Maintenant, pour revenir à l'ère du président Biya, la première réforme profonde, justement, qu'il a réussi, c'est la réforme systémique, c'est la libéralisation de la vie économique. Il l'a fait avant le vent de l'Est. Il l'a fait parce que, dès son arrivée au pouvoir, il a trouvé qu'une économie ne fonctionne de façon optimale que par un système capitaliste, un système privé. Il l'a fait et c'est ça qui permet aujourd'hui, dans une économie mondialisée, de faire autant que possible pour que la situation économique camerounaise permette aux Camerounais de vivre. Rien n'est parfait, on est tout à fait d'accord. Il y a un certain nombre de chantiers là-dessus qui traînent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, mais dans le fond, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a tout entre ses mains. Ce qui n'était pas dans les années, qui n'existait pas en 82. En 82, c'est le chef de l'État qui avait le destin économique, social entre ses mains. Le président Biya l'a restitué par la libéralisation à chacun de nous. Il n'empêche pas qui que ce soit d'évoluer économiquement. D'ailleurs, ceux qui sont ses pires ennemis sont ceux qui s'épanouissent politiquement, sont ceux qui s'épanouissent le plus économiquement parce qu'il a libéralisé. Donc c'est un acquis qui est fondamental. Pour le reste, on sait pourquoi on a eu un retard de 10 ans. La dette, la crise de la dette qui n'a pas trouvé une solution rapide. Et le point d'achèvement, on l'a atteint qu'en 2004. Donc on a perdu pratiquement 15 ans en tournant. Et ça, ce n'est pas seulement la faute du régime ou du Cameroun, c'est la faute aux institutions internationales. Parce que toutes les thèses disaient depuis, toutes les théories économiques disaient depuis le début de la crise, que la solution, c'est d'annuler la dette. On a attendu 15 ans, nous en sommes victimes comme tous les autres pays africains. Nous ne sommes pas isolés dans le monde. Alors, sur le plan social, il y a la question du chômage, qui est un véritable problème pour la jeunesse. Au-delà même la question du chômage, sur le plan éducation, l'accès aux grandes écoles est un problème au Cameroun. Et c'est pour ça que je suis très surpris quand Jean-Baptiste et Simon disent que le président a libéralisé la libération économique dont il parle. Vous connaissez combien de jeunes ici entreprennent une activité économique? Ils sont bridés et leur destin est brisé par les impôts ou alors par ce que dernièrement a fait M. Tchimibouna. Vous connaissez combien de jeunes commencent une affaire mais ne peuvent pas aller loin faute de financement parce qu'on a braqué à gauche, à droite, on a excellé dans tel ou tel jeu. Je pense qu'il faut être très très sérieux quand on parle de cette histoire-là. Et puis un régime du renouveau, après 34 ans, ne peut pas toujours être dans les projets. Quand vous entendez Simon, c'est les projets, on n'a pas... Non. Justement, la capacité du renouveau, c'est de pouvoir se remettre en question et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Non, la vérité, M. Meyanga, quand on a fait 34 ans de pouvoir, il y a un certain nombre de choses qu'on peut considérer comme accomplies. Il n'y a aucune qui soit accomplie. Il y a des choses qui sont accomplies. Il n'y a rien. Même la liberté d'expression dont vous parlez, elle est sophistiquée. C'est une liberté, en réalité, qui est dans une camisole. Elle est tout le monde contrôlée à distance. Vous voyez bien comment vous vous exprimez et vous allez sortir d'ici sans que rien ne vous inquiète. Non, donc, alors, monsieur, quand vous parlez, il y a trop de liberté là-bas, allez vivre là-bas, en Chine,
en Afghanistan, au Pakistan, parlez, en Arabie Saoudite, Monsieur Jean-Baptiste, Monsieur Jean-Baptiste, vous permettez à Souley d'aller au bout. Ici, même permettez à Souley d'aller au bout, s'il vous plaît. Plus de liberté que le voilà, chers amis du RDPC, permettez à Souley d'aller au bout. Monsieur Atemengue, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que la mort me prenne, je vivrai au Cameroun. Parce que vous y êtes libre. Je n'ai pas besoin. Vous voyez que celui qui dirige, il a plus de liberté que moi. Maître disait tout à l'heure. Attendez, monsieur Atemengue, nous ne faisons pas le ping-pong. Laissez-moi mon temps de parole. Non, monsieur. L'humanité vit dans des régimes plus oppressifs que le régime camerounais. Monsieur Atemengue, s'il vous plaît. Démocratie, vous avez parlé tout à l'heure. Permettez à Souley aussi de dérouler. Allez-y, Souley, s'il vous plaît. Ça, c'est le renouveau. Ils sont intolérants. Voilà, d'accord, allez-y. Déroulez, Souley, allez-y. Il vous laisse maintenant parler, allez-y. Voilà, je pense très sincèrement, M. Bouba, quand on a passé 34 ans de renouveau, 34 ans de pouvoir, pour parler comme au quartier, on ne peut plus se retrouver avec des familles qui n'ont pas d'eau. Je dis bien d'eau, l'eau à boire, l'eau potable. Vous avez des problèmes, on vous rationne encore l'énergie électrique. C'est peut-être 2 heures ou 3 heures par semaine. Monsieur Bouba, en 34 ans, le renouveau n'a même pas fait une route pour relier les principales villes du Cameroun. Même pas une route. J'ai dit même pas une route pour relier. Quand vous voyez la route Yaoundé-Douala, qui a été presque à l'origine de la catastrophe de inaugurée en quelle année 1980. Et Yaoundé, elle n'a même pas été inaugurée. Et Yaoundé-Bertois en 82, on faisait combien de semaines? S'il vous plaît, monsieur Atemengue, il n'y a pas de route à mettre, n'est-ce pas, à la poser la question. Poursuivez Souley. Vous laissez terminer, vous allez le reprendre après. Il dit, la route ce qu'on considère comme l'axe lourd, Yaoundé, poursuivez. Voilà, n'a jamais été inauguré parce que c'est Aïdjo qui l'a construit. Le renouveau, voilà, Yaoundé. Vous n'avez pas de chiffre exact. J'ai dit en termes Allez voir le kilométrage de route bitumée en 82 et voyez le kilométrage de route bitumée. Vous êtes un peu malhonnête, monsieur. En 2000, il parle de route qui soit en mesure de relier les principales capitales de la ville du Cameroun. Il n'y en a pas. Arrêtez. Je vais revenir à vous. Non, mais je ne peux pas. Non, chaque fois qu'il parlera, moi je vais le couper. D'accord. C'est comme ça que ça doit partir. Si vous permettez, en 82, vous avez quel âge? En 82, j'avais exactement 10 ans. En 82, pour aller de Yaoundé à Ngoumou, moi je mettais 4 heures de temps. Non, je parle pas de ça. En 82, pour aller de Yaoundé à Fou, je mettais 2 heures de temps. C'est la réalité. Vous parlez de quoi là? Je parle de quoi là? S'il vous plaît, cher monsieur. Aujourd'hui, c'est Yaoundé-Bertois. Je vous parle d'une route capable de relier les principales villes du Cameroun. Yaoundé-Douala, il n'y a pas de route. Douala-Bafoussam, il n'y a pas de route. Douala-Yaoundé-Bafoussam, il n'y a pas de route. C'est lui, s'il vous plaît. Qui a apporté s'il vous plaît. La critique excessive est une paresse. Nous sommes en direct. Vous n'avez pas le monopole de l'indiscipline, monsieur. Souley, Jean-Baptiste, je vous en prie, s'il vous plaît. Vous allez nous permettre. Souley, s'il vous plaît. Souley, s'il vous plaît. Souley, merci, c'est compris. Alors, je voudrais poursuivre avec vous. Non, Maître Claude Assira, je veux poursuivre avec vous sur le climat des affaires. Est-ce que le climat des affaires est propice au Cameroun? Monsieur Bangomna, je voudrais indiquer que moi je peux comprendre qu'à votre table, il y ait des opinions différentes qui s'expriment parce que, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Je peux comprendre chaque fois que j'ai été sur un plateau que lorsque vous entendez celui qui défend avec beaucoup de véhémence le statu quo, lorsque vous sortez, vous vous rendez compte qu'il a une grosse voiture CA. Vous comprenez parfaitement toutes les raisons d'être. Chacun ici dans ce pays, toutes les politiques... Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler, je vous en prie. Toutes les politiques doivent avoir pour destin l'être humain, l'homme. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez une grande majorité de Camerounais qui sont dans la misère, je vous dis dans la misère première, de leur logement, de l'accès aux produits, aux services de première nécessité, etc. On pourrait se poser, effectivement se poser la question de la pertinence de ce... S'agissant des choses qui sont un peu plus élaborées, M. Meyanga était déçu tout à l'heure que je n'ai pas répondu à la question portant sur les libertés publiques. Moi, je voudrais savoir si le préfet dont dépend Etoudi
a donné une autorisation pour que la dernière réunion du RDPC se déroule au bureau politique au Palais de l'Unité. Parce que beaucoup de partis politiques sont aujourd'hui dans l'incapacité absolue de se retrouver simplement, même lorsqu'on est dans un lieu privé. Donc je veux bien qu'on nous dise qu'il y a 192 partis politiques, que c'est l'expression infinie de la liberté, mais encore faut-il savoir comment s'exprime véritablement cette liberté et cette capacité à agir sur le public. S'agissant du climat des affaires, le climat des affaires, vous pouvez vous-même, par vous-même constater, on vous demande des chiffres. De quels chiffres voulez-vous, à partir du moment où, si vous allez à Kondengui ou à Newbel, vous vous rendez compte que la plupart des personnes qui sont poursuivies pour des infractions qui portent atteinte à la fortune publique, la plupart de ces personnes ont été dans le sérail du parti politique, du président Biya, puisque c'est lui qui est aujourd'hui l'homme du jour. Donc, je pense que, sans vouloir dire que forcément tout le monde, tous ceux qui sont poursuivis ont été nécessairement coupables d'emblée, il y a quand même une interrogation à avoir sur la façon dont on aurait pu organiser les choses pour qu'il n'y ait plus cette suspicion et qu'on puisse déconnecter la gestion de la chose publique avec la gestion de l'argent pour que puisse disparaître la suspicion permanente sur la mauvaise gestion. Simon Menga. Oui, moi je voudrais dire que le premier climat des affaires, c'est la stabilité. Sur le premier climat, c'est la stabilité, c'est parce que les affaires, l'argent n'aime pas le bruit. C'est la signature de l'État aujourd'hui. Est-ce que l'État du Cameroun sous le renouveau est crédible? La réponse est oui. Le premier climat des affaires, c'est l'indépendance de la justice. Monsieur, vous êtes avocat, vous le savez, la justice dans notre pays est indépendante. Bien sûr. Oui. Maintenant, de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Et au-delà des questions, j'allais dire, d'intérêt particulier. Moi, je ne parle pas des intérêts particuliers, je parle de ce qui est clair. Nous avons parlé des routes. Bon, nous ne sommes pas venus ici pour faire. C'est vrai qu'on est à l'heure du bilan, mais il faut quand même dire que les gens qui ont fait Bertoua, Garoua-Boula et Garoua-Boula et Ngaoundéré vous écoutent et se rendent bien compte que vous ne savez pas qu'ils ont une route aujourd'hui. Vous pouvez partir de Yaoundé à Ngaoundéré en quelques heures, ce qui était pratiquement impossible. On faisait, par exemple, 8 heures pour allier Garoua-Boula à Ngaoundéré. Donc, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, mais je dis qu'on peut toujours mieux faire. Et il est bon de reconnaître l'honnêteté intellectuelle du renouveau, à qui rien n'a été donné au hasard. C'est-à-dire que le pouvoir s'élègue, comme on l'a vu, par des mécanismes constitutionnels, et puis 2 ans plus tard, il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a besoin de renforcement et d'enracinement des leviers de pouvoir. Après ça, il y a une crise économique profonde, on sort de la crise économique profonde, et c'est maintenant qu'il y a, grâce aux restructurations qui ont été initiées par le président de la République sur le plan de l'économie, qu'il fallait mettre en ordre, sur le plan des libertés, c'est grâce à ces mesures-là qu'on peut voir le bout du tunnel et qu'on peut maintenant faire les projets. Et qu'on peut faire les projets et qu'on peut commencer maintenant à faire. Et c'est pour ça que vous voyez donc ce qu'on appelle aujourd'hui les projets structurants, etc., qui sont de nature à booster l'industrie, etc., etc. Donc, je dis, ce n'est pas intellectuellement honnête de penser qu'on est resté là, immobile à ne rien faire. Mais vous ne pouvez pas aimer le renouveau plus que nous-mêmes. Nous savons bien que pour le renouveau, être au service des Camerounais, apporter le bien-être aux Camerounais, améliorer les conditions de vie des Camerounais, c'est le principal objectif. Et le président Paul l'a dit, tant qu'un Camerounais n'aura pas mangé à sa faim, tant qu'un Camerounais ne pourra pas se soigner, il est clair que le travail du renouveau ne sera pas achevé. Alors, professeur Mathias Oudankili, on va poursuivre sur le plan des infrastructures. Est-ce qu'en 2016, il est, par exemple, compréhensible que nous n'ayons pas un plateau technique acceptable et qu'on soit toujours systématiquement à faire des évacuations sanitaires? Ce qui est clair, c'est que notre système sanitaire présente un certain nombre d'insuffisances, qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y ait pas eu des évolutions. Il y a des évolutions importantes qui ont été faites depuis les années 80 jusqu'aux années 2000. Le problème principal, c'est la capacité à articuler les différents niveaux du système, c'est-à-dire depuis la base, les centres de santé, jusqu'aux hôpitaux de référence, et est-ce qu'on arrive à articuler
de manière adéquate tout ce système? Et ensuite, est-ce qu'on sait le faire fonctionner quand on voit par exemple les difficultés techniques pour certains équipements, comme même nos hôpitaux de référence, aussi bien l'hôpital de Yaoundé que de Douala. Nous avons aussi un problème de maintenance. Lors même que nous avons pu réaliser des infrastructures de qualité, il faut pouvoir les entretenir et cela ne se passe pas simplement au niveau de la santé. On a parlé tout à l'heure des routes. Le problème, les axes Douala-Yaoundé et Yaoundé-Bafoussam ont été bien réalisés, mais il ne suffit pas de les réaliser, il faut entretenir. Et là, c'est la faillite totale, parce que nous n'avons pas utilisé des mécanismes appropriés pour financer la maintenance de ces axes routiers. Mais moi, je voulais parler de manière un peu plus générale. Il y a continuité entre le régime Ahidjo et le régime Biya. C'est le même bloc gouvernant. Certes, il y a eu des luttes de pouvoir pour le contrôle de la position centrale, mais c'est le même bloc de pouvoir. 2. Il y a effectivement, entre 1975 et 1986, une tendance favorable, mais cette tendance favorable n'est pas fondée en réalité sur la solidité des structures de l'économie. Et effectivement, un certain nombre de nos fleurons étaient un peu des cadeaux empoisonnés. L'assaut de blé, l'assaut camé, ce sont des choses qui ont commencé à échouer dès le début des années 80. Le président Ahidjo était encore au pouvoir. Donc, au niveau des mécanismes de gouvernance, c'est le même système, même si ce système-là a changé de dirigeant. Il y a des contraintes qui sont liées au choix qu'ont pu faire nos dirigeants. Il y a des contraintes qui sont liées aux évolutions qui viennent de l'extérieur. Les rapports de force extérieures ont imposé aux pays africains en général de changer de ligne économique. La ligne économique des pays africains n'était pas nécessairement performante, mais tout n'y était pas mauvais. On a donc décidé d'inscrire les pays africains, dont le Cameroun, dans le néolibéralisme, qui manifestement n'a pas réussi. Si on fait le bilan de cette transformation, il n'y a pas de transformation puisque le néolibéralisme n'a réussi ni à créer une économie performante de marché, comme on dit, ni à liquider les éléments d'une économie mercantiliste et dirigiste qui sont toujours présents. Il y a des contraintes qui empêchent tout dirigeant, fût-il même un dirigeant sérieux, de pouvoir bien gouverner un pays comme le Cameroun du point de vue économique. La structure répressive du système monétaire et financier. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec cela, sinon peut-être assurer au mieux une stabilité, mais une stabilité qui ne vous permet pas de mettre en route une véritable dynamique de croissance capable sur un certain temps de créer du développement. C'est à ça que font face nos dirigeants. Et la longévité politique n'a pas aidé, mais on pourrait même changer de dirigeant, d'équipe gouvernante. Ce n'est pas pour autant que le Cameroun changera dans ses structures économiques. Tant que les structures vont rester coloniales, tant qu'il y aura un impérium, des lobbies qui contrôlent par exemple notre économie à travers les concessions agricoles, qui contrôlent dans un certain nombre de domaines les télécommunications, tant que tout cela ce sera des entreprises étrangères, on n'aura pas avancé. Donc je pense que nous devons faire la réflexion en nous sortant de la logique partisane et de la logique sectariste. La logique sectariste est un problème dans notre pays et je constate qu'il y a une intolérance généralement partagée, quels que soient les bords. Je disais donc pour finir que le renouveau a échoué au niveau économique et politique. Mais une partie de l'échec serait demeurée même si ce n'était pas le renouveau qui était là. Parce que ces structures-là, ce n'est pas le renouveau qui les a créées. Son échec, c'est de ne pas avoir eu la capacité de les transformer. Et tel que je vois notre classe politique d'opposition, elle serait au pouvoir, on n'aurait pas plus de succès. Parce qu'elle n'est pas capable déjà, en étant dans l'opposition, de pointer le doigt sur
les carences institutionnelles qui, au plan politique, au plan économique, social et culturel, font que le Cameroun patine. Alors, on va faire un dernier tour de table. Chacun va prendre 1 minute à son compte, 1 minute 30 maxi, pour sortir sur les propos du professeur Mathias Onanguini concernant l'alternance. Je voulais qu'on parle un peu de l'alternance au sein du RDPC. Est-ce que c'est envisageable, Jean-Baptiste Ademengue? Au sein du RDPC... Votre parti, le RDPC. Au sein du RDP, nous sortons d'un processus de renouvellement des organes de base totalement démocratique. Les statuts au RDPC permettent des élections jusqu'au poste de président national. Donc il y a une possibilité de candidature à tous les niveaux au sein du parti. C'est possible d'affronter le président Paul Biya? Tout à fait, c'est possible. Mais le problème n'est pas là. Je crois que il y a eu des candidatures au sein du parti. Je crois qu'au dernier congrès en 2011, il y a eu une candidature symbolique, mais aux vertus pédagogiques Heureusement du que vous avez ministre. ajouté symbolique. Oui, mais tout cela participe d'une volonté d'éduquer la démocratie. On ne l'instaure pas du jour au lendemain. Mais donc, ça marque quand même les esprits qu'il y a cette possibilité. Mais ce n'est pas là le problème. Moi, je suis d'accord avec Mathias, mais idéologiquement, surtout pas. Je pense que cette tendance, d'abord, à rendre l'échec absolu, il rejoint en cela nos adversaires. L'échec est toujours, c'est relatif, tout comme les réussites sont relatives dans tous les États au monde. Pas absolument substantiel. Même pas, je ne pense pas. Tout dépend de, tout dépend de son point de vue, du point de vue de tout un chacun. Et sur un certain nombre de thèses aussi, je pense que la thèse de la domination d'une économie répressive pour aboutir à la répression monétaire, je ne pense pas que ça soit économiquement... On ne peut pas construire une économie. Non, je crois que c'est une conception des années 50 de l'économie. D'accord, s'il vous plaît, on va évoluer. La monnaie aujourd'hui, c'est un faux débat. La monnaie en 2016 ne joue pas le même rôle qu'elle jouait en 2050. D'accord, on vous a compris. J'ai l'impression que vous transposez à un moment inopportun, inadapté des vieilles théories que vous voulez recycler. La monnaie n'est pas un problème du développement économique. Non, en tout cas, au stade du développement actuel, le CFA n'est pas un problème en économie. Non, c'est une idéologie. Ça ne relève pas des théories économiques. Le CFA pour réussir, le CFA ne peut que stabiliser. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu de ping-pong entre vous. Vous allez permettre qu'on avance sur la question. L'alternance, s'il vous plaît, professeur Mathias Eric Onanguini. Soulèvement, je pose la question. Comment entrevoir l'après-Biya? Quelles sont les clés ou les pistes de l'alternance envisageables selon vous? Vous savez, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on se retrouve dans une situation où le RDPC a presque tout émisé le président de la République. La fonction de la République, la fonction du président de la République est devenue presque en fait mystérieuse. C'est un totem. La preuve, vous voyez, les militants peuvent attendre longuement le congrès, mais on vous balance un truc, n'est-ce pas, de l'union du bureau politique pour... je crois que je voudrais tout simplement dire à Simon et Jean-Baptiste que nous ne sommes pas adversaires. Parce qu'il y a un chauvinisme au RDPC qui laisse croire que Biya, le renouveau, leur appartient. C'est simplement parce que chemin faisant, on a dit, OK, comme vous voulez vous approprier M. Biya, qui est président en 82, il n'y avait pas le RDPC. Le RDPC vient après. Mais sauf que comme vous avez voulu vous l'approprier, on vous le laisse. On vous le laisse d'autant plus que vous, tout comme nous sommes dans le même pétrin. Nous sommes dans le même bateau. Et je me souviens que l'autre quelqu'un écrivait un bateau dans la tourmente. Donc aujourd'hui, il est difficile. Monsieur Bouba, même si le renouveau, je crois que l'après-Biya est déjà là. Il n'y a qu'à voir les signes d'autodestruction. Comment certains envoient les autres en prison. Comment certains pensent qu'ils ont, n'est-ce pas, le monopole de la conduite des affaires. Mais vous avez parlé du climat des affaires. Est-ce que vous savez que le Cameroun est dans les procédures? Le Cameroun aujourd'hui, j'ai discuté encore après l'hécatombe, l'effondrement des ECA.
qu'au ministère des Travaux publics, on n'a même pas de l'argent pour faire une route. Simplement parce qu'il faut passer par le ministère des marchés publics qui vous balance dans les procédures en un point fini. Donc, il faut régler ce problème. Il faut décréter le Cameroun comme un état d'urgence économique et sociale et commencer déjà à régler les problèmes sur la question de l'alternance. Vous savez, Bouba, j'aime à dire que si le président n'est pas là aujourd'hui, à Yaoundé, on risque d'assister à une guerre urbaine. Comment Parce que il y a ceux qui sont en prison, ont le bras long, ils peuvent agiter tous les couloirs de la prise de pouvoir. L'armée est divisée, tout cela est divisé. Et ceux qui seront encore en pole position peuvent tout faire, ils vont tout faire pour garder en prison ceux qui y sont et continuer avec le pouvoir. C'est de là que pourrait naître une guerre urbaine. C'est pour ça que je dis l'alternance en réalité. Aujourd'hui, 34 ans, M. Biya et le RDPC eux-mêmes, ils savent que c'est suffisant. Et le président de la République, M. Biya, n'a plus de challenge, ni politique, ni économique. Je crois que ce qu'il a fait, il a fait. Il est devenu un sage. Si on le met aujourd'hui, n'est-ce pas, on le prend aujourd'hui comme un sage, il est question, et plus qu'urgent, pour lui, de régler les problèmes de l'après-Biya, comme Aïdjo l'a fait. Et je pense qu'il a beaucoup de pistes pour le faire, pour éviter cette guerre urbaine entre, n'est-ce pas, ceux qui sont opprimés, ceux qui s'estiment lésés, qui sont en prison parce que tel a comploté, et ceux qui sont encore, n'est-ce pas, en fonction. Alors, c'est important de le faire. Que dites-vous à ceux qui pensent que l'après Biya, il ne faut pas craindre, il faut beaucoup plus craindre au sein du RDPC par rapport à l'alternance. Pour eux, après Biya, c'est les militants du RDPC qui mettront le pays à feu et à sang. Je ne voudrais pas m'inscrire dans ce scénario, dans ce film à la Rodéo que vient de décrire mon ami Soulé. Je voudrais me permettre, dans un moment de célébration comme celui-ci, de vous dire que, pour l'instant, permettez aux militants du RDPC et à tous les Camerounais, parce que le président de la République appartient à tous les Camerounais, au contraire de ce qu'il dit, nous ne l'avons pas. Non, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai indiqué que le renouveau, c'est avant le RDPC. Donc vous ne pouvez pas me dire que j'ai dit que ce n'est pas le président de tous les Camerounais. C'est parce que le RDPC veut s'approprier le président de la République et le renouveau. Le renouveau vient avant le RDPC. Je l'ai dit, mais il faut qu'il comprenne qu'il interprète pas mal. Il a compris. Oui, je crois qu'ils sont les deux. Généralement, on me couper. Et si je fais le même exercice que c'est pas mauvais. Vous me permettez qu'il termine. Maintenant, je voudrais dire que vous ne ferez pas le procès RDPC de défendre les idéaux du renouveau, qui sont parce que si on le laisse à la vindicte populaire et justement à une lecture biaisée des éléments du renouveau, le fait que nous défendions le bilan du renouveau donne l'impression que nous l'accaparions, nous l'approprions. Je voulais dire qu'au moment où nous célébrons un homme, parce que c'est d'abord un homme, un sage, un visionnaire, quelqu'un qui est épris de paix, quelqu'un qui est d'une moralité, j'allais dire irréprochable, humaniste. Humaniste, c'est celui-là que nous célébrons. Et il est malsain. Je pense qu'il est malsain que nous parlions au moment où nous le célébrons, que nous célébrons ce renouveau-là. Vous allez le sanctifier bientôt, hein? De parler de l'après-Biya, comme si l'après-Biya était déjà... Donc, Biya est là. En tout cas, pour les militants du RDPC, le président de la République, il est là. Il jouit de toutes ses facultés mentales. Il est physiquement bien portant. Alors, l'après-Biya va arriver, attendons de le voir. Mais je ne veux pas m'inscrire dans un film de science-fiction pour vous dire ce que ce sera. Il y aura certainement peut-être quelques petits soubresauts, mais le RDPC est mûr, les militants sont mûrs, les structures sont solides pour pouvoir faire face à toute éventualité. Alors, mais Bouba, je voulais quand même revenir parce que... très rapidement. Très rapidement, je vais terminer avec Maître. Juste une précision. Il faut soutenir le système judiciaire camerounais. Il faut le soutenir, il s'est perfectionné. Je crois que même en France, la première fois qu'un ministre a été traduit en justice, ça ne date pas de plus de 30 ans. Les dossiers qu'il traite aujourd'hui sont très complexes. Il y a 10-15 ans, je crois qu'aucun magistrat au Cameroun n'aurait même eu les compétences de traiter ce type de dossiers financiers. Et ceux qui sont condamnés, ils sont condamnés au nom du peuple. C'est vous qui voulez désorienter
l'avenir du Cameroun. C'est-à-dire les mêmes gens qui ont parlé d'impunité. Vous insinuez que les gens sont en prison pour des raisons politiques. Je ne sais pas quel rôle, quel avenir du Cameroun vous préparez. Et pour la jeunesse et pour l'État camerounais, vous êtes en train de préparer la destruction de cet État en insinuant continuellement, en faisant cette propagande qu'il y aurait des prisonniers politiques au Cameroun. Je crois que c'est quelque chose de très fondamental qu'il faut préciser parce qu'on passe dessus et finalement toute l'opinion nationale et internationale pense que les gens sont en prison parce pour des raisons politiques. Chacun est en prison parce qu'il a dû rendre compte de sa gestion des fonds publics et c'est une évolution très positive pour l'avenir de l'État et qui doit continuer dans les règles et sous le contrôle des hommes de droit. Chacun bénéficie de tous ses droits de la défense. Je crois que Maître Assira ne me considérera pas. Mais il faut que le peuple, et le peuple le veut, qu'il y ait des comptes. Parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez? Ok, on vous a qu'il y ait justement guerre parce que les gens volent l'argent à tous les niveaux et l'État va s'effondrer. C'est ce que vous voulez. Vous vivez dans un rêve. Une clarification de... Vous vivez dans un rêve. C'est le professeur. Non, ce qu'il dit, c'est l'imaginaire. Vous prenez la parole à Ce qu'il dit relève de l'imaginaire. C'est ce que vous dites. Ce qu'il dit relève de l'imaginaire. Il sait bien que dans une opération épervée bien menée, on ne peut pas retrouver des gens qui sont condamnés par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Certains sont en prison et d'autres en liberté. Le Conseil de discipline budgétaire et pourquoi est-ce que c'est pourquoi c'est la présidente de la République la justice qui oriente les décisions au nom du peuple? Pourquoi c'est la présidence qui oriente? Ok, d'accord, Soulé, s'il vous plaît. Il faut cesser de détruire la justice, le système, l'État de droit. Vous êtes en train de détruire. Jean-Baptiste, s'il vous plaît. C'est vous qui le dites. Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Professeur, vous avez la parole. Et c'est pas ça pour préparer la volée. Oui. Je pense qu'en matière de lutte contre la corruption, la logique punitive est une impasse. Quand vous passez votre temps à punir, en réalité, c'est que c'est l'échec généralisé. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, c'est la prévention et la dissuasion. Et pour être crédible, le bloc gouvernant autour du RDPC doit être cohérent. Il existe dans notre Constitution un article qui s'appelle l'article 66 qui fait obligation à un certain nombre d'autorités de déclarer leurs biens et avoirs. Il n'y aura pas de lutte crédible contre la corruption tant que cet article-là ne sera pas mis en œuvre. Pourquoi? Parce que pour lutter contre la corruption, les leaders doivent se montrer exemplaires. Et du point de vue de la transparence, nous avons eu l'heureuse idée d'inscrire dans notre Constitution une disposition faisant obligation à un certain nombre d'autorités de déclarer leurs biens et avoirs. Tant que cet article n'est pas mis en œuvre, ça veut dire que la lutte contre la corruption est à géométrie variable et elle se prête alors à des lectures qui sont des lectures politisées. Il nous reste une minute pour Maître Claude Assira. À côté du RDPC, il y a l'opposition aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un leader crédible, capable de succéder au président Paul Biya? Vous savez, moi je pense qu'il ne suffit pas de dire que, relativement à votre question principale sur ce thème-là, qui était qu'est-ce qu'on pense de l'alternance, il ne suffit pas de dire Biya must go. Il me semble un peu trop court pour un programme politique d'opposition. Je pense que le président de la République actuel a réalisé 34 ans au pouvoir, l'exercice permanent quotidien du pouvoir pendant 34 ans, ça use. Parce qu'au côté du temps qu'il a mis, il faut également rajouter le temps des artères. S'il avait pris le pouvoir à une époque où il avait 30 ou 35 ans, il en aurait aujourd'hui 60, 69 à peu près. On n'aurait pas parlé de la même façon de l'alternance, parce qu'il aurait quand même encore été dans un âge où on aurait pu penser qu'il peut donner quelque chose. Or, à 83 ans, bientôt 84 je crois, 34 années passées au pouvoir, on peut raisonnablement se poser la question de l'alternance. J'incline personnellement à penser que le président de la République actuel devrait pouvoir passer la main. Ça suppose évidemment qu'il prépare institutionnellement, qu'il prépare un dauphin, qu'il prépare un passage de relais qui puisse se faire dans l'harmonie. Quand on a servi pendant 34 ans un pays, on devrait pouvoir en avoir la conscience telle que, après soi, que ce ne soit pas le déluge, comme malheureusement aujourd'hui c'est le cas. Et je pense que, de mon point de vue, n'ayant pas une personne d'opposition
que nous voyons. Je vous tiens en passant que quand le président Biya était Premier ministre, personne ne pouvait imaginer que le 3 novembre 1982 que à Idio Parti, on pourrait avoir une continuité. Donc je pense que même sans le président Biya, on trouvera bien quelqu'un qui pourra continuer le chemin. Merci, cher monsieur. Échange, ça n'a pas été facile entre Soulé et son ami, les RDPCistes. Merci, professeur, d'être venu. Simon Meyanga, merci de m'avoir invité. On vous souhaite bonne fête. Hein, la fête bonne fête, c'est la fête de tous les Camerounais. J'espère que vous serez de la partie. C'est la fête du président Biya. Vous êtes influencé puisque... Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, vous allez fêter avec vos amis du RDPC. Je crois que le bonheur que le président peut nous faire, c'est après les 34 ans, songer à son départ et à trouver quelqu'un. Même au sein du RDPC, il y a beaucoup de grandes valeurs. Hein, j'ai jamais dit que je ne fais pas le procès du RDPC, je fais le procès de quelqu'un qui a fait 34 ans au pouvoir. Même au RDPC, on peut trouver... D'accord, merci Jean-Baptiste, merci Maître Claude Azira. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera 23h. Quant à moi, je donne rendez-vous dimanche pour une autre édition de Canal Presse. D'ici à la, gardez le sourire. Bien le bonjour.